Conclure un épisode aussi brillant avec un gros plan sur la tête de Bran, ces mecs sont des génies. Alors très clairement, la scène marquante de cet épisode, pour moi, c'est bien évidemment celle où il y a le vol des dragons, à laquelle j'inclurais aussi ce baiser langoureux entre Daenerys et Jon Snow, avec un cadre idyllique. Enfin, c'est vraiment la love story de ce premier épisode. Il y a d'abord de l'excitation, forcément, parce que Jon chevauche pour la première fois son dragon, Rhaegal, et que c'est inattendu, ou en tout cas très rapide. Dès le premier épisode, j'avais pas vu ça venir. L'autre sentiment qu'on a en regardant cette scène, c'est une forte impression visuelle. Je vais pas vous le cacher, on a été invité, enfin en tout cas une partie de l'équipe des fanatiques, dont moi, j'ai eu cette chance, à regarder le premier épisode au cinéma. Et la scène des dragons, où on voit Jon et Daenerys chevaucher les dragons et voler, elle est clairement impressionnante, les effets spéciaux sont maîtrisés, et puis les dragons sont bluffants de réalisme. C'est du grand Game of Thrones, et c'est aussi l'évolution de Game of Thrones au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'il y a un budget qui grossit et qui devient celui véritablement d'un film hollywoodien. C'est hyper malaisant comme scène, parce que c'est très mélo. Alors je pense que c'est vraiment fait exprès par les showrunners qui sont là aussi pour se foutre un peu de notre gueule. C'est qu'on a envie de rajouter de l'émotion, du côté un peu lover, tout mignon. On alterne les gros plans sur les visages en train de regarder l'un ou l'autre amoureusement. On a surtout cette scène incroyable de baiser devant une cascade. C'est vraiment la love story complète. Les deux qui échangent une phrase, on pourrait rester là des millions d'années, etc. Ce qui fait d'ailleurs penser à une scène, la première scène de baiser et donc de love entre Jon et Ygritte, il y a bien longtemps, où c'était aussi dans une grotte et ils parlaient de rester là pendant des années. Tous les ingrédients ont été ajoutés pour qu'on soit dans un mélo complet, avec en plus un petit jeu humoristique, les dragons qui les regardent, etc. Mais on ne tombe jamais dans le pathos, parce que justement, on se joue de nous. Nous, spectateurs, on connaît la vérité. On sait quel est leur véritable lien, quel est le véritable lien entre ces personnages, et on sait qu'il ne faut pas faire ça, que c'est pas bon. Du coup, on est dans un malaise complet, et ça, c'est entièrement réussi. Puis ça pose la question de, voilà, au premier épisode de la saison 8, voilà où en est la relation entre ces deux personnages. C'est une sorte de passion amoureuse qui est en train de débuter. Et en même temps, on nous glisse un peu quelques indices pour nous dire ça risque de pas durer longtemps et ça peut tout à fait s'inverser et devenir même des ennemis. Alors vous nous connaissez, on est un peu des sadiques. Donc toutes les semaines, on a décidé de parler de la mort importante de l'épisode. Dans ce premier épisode, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et on s'y attendait parce que c'est un épisode de mise en place. On a quand même eu une mort frappante, une mort marquante, pas parce que c'est un personnage important, le jeune Ned Omble, que Sansa avait envoyé rapatrier ses troupes, et qu'on découvre cloué au mur, mais parce que c'est une scène qui fait froid dans le dos. Elle est tournée comme un film d'horreur un peu, avec un jumpscare qui m'a fait bondir de mon fauteuil, et puis toute une sorte de symbolique qui n'est pas sans rappeler les tout débuts de la série. On sait en fait que depuis longtemps que les showrunners ont annoncé que le tout premier épisode de la saison 8 serait une sorte de miroir du tout premier épisode de la série. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire des victimes, des membres disposés d'une telle manière qu'ils évoquent le symbole du roi de la nuit, et puis des victimes qui sont des enfants. En fait, le roi de la nuit fait passer ses messages avec ses victimes, c'est des messages atroces, c'est des scènes d'horreur, et surtout, il semble désigner sa cible prioritaire, qui, à mon avis, est Bran. Et il lui dit tout simplement « J'arrive et je vais tuer tous ceux auxquels tu tiens, et je vais te tuer toi aussi. » Oh my god! On le sait depuis longtemps maintenant, Game of Thrones repose aussi sur des décisions importantes. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur dans notre analyse de cette saison 8. Et la décision importante de cet épisode, pour moi, c'est le pas qu'a franchi Cersei en confiant une mission à Bronn, celle d'exécuter Tyrion et Jaime si jamais ils venaient à survivre de la guerre qui se déroule au nord. Et en plus, elle ne le fait pas n'importe comment puisqu'elle confie à Bronn l'arbalète, celle-là même par laquelle a été tué Tywin Lannister, donc son père, des mains de Tyrion. Alors d'abord, première chose à dire, c'est surprenant parce que je voyais pas Cersei franchir aussi vite le pas de se dire « Ok, Jaime, il est condamné à mes yeux, s'il le survit, ce sera moi qui le tuerai. » Autant Tyrion, bon, on le savait qu'elle le kiffait pas énormément. Mais surtout, ça rajoute une nouvelle intrigue, alors même qu'on est dans la dernière saison, et ça c'est tellement bien joué de la part des showrunners, on savait pas trop comment on allait expliquer le fait que Bronn rejoigne Jaime, le fait que Bronn ait une importance qui évolue au fur et à mesure de la saison. Et bien là, il a un vrai rôle, c'est-à-dire qu'il a une mission, il va jouer un peu un rôle ambigu auprès de Jaime et de Tyrion qui sont des anciens potes, puis ça explique aussi pourquoi l'acteur qui incarne Bronn et l'acteur qui incarne Cersei ne peuvent jamais se trouver ensemble. On rappelle que les deux acteurs ont divorcé et donc ils ne peuvent pas se voir. Donc comme ça, on envoie Bronn très loin du côté de Jaime. Mais malgré tout, du point de vue de l'intrigue, ça semble quand même un peu évident. C'est-à-dire un peu trop évident en tout cas pour Game of Thrones.
C'est-à-dire que là, on nous annonce très clairement, elle joue un peu sur le côté appât du gain de Bronn. Elle te dit, imagine comment je vais te récompenser si tu arrives à tuer ces deux personnes que je déteste désormais. On va jouer un peu sur la dichotomie entre son sens de l'amitié, son sens de l'honneur qui est un peu limité, et son côté appât du gain qui est vraiment très fort chez Bronn. Mais c'est un peu amené avec des gros sabots. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je ne vois pas Bronn décider pour de l'or de tuer et Tyrion et Jaime. Ça me semblerait un peu gros. Mais ça peut nous offrir en tout cas une scène pleine de suspense. Je vois bien Bronn prendre en joue un des deux personnages et hésiter vraiment à appuyer sur la détente. No. Well, things are getting spicy already. Et puis chaque semaine, on terminera notre partie analyse par le truc inattendu, le truc auquel on ne s'attendait pas et qui nous a un peu surpris durant l'épisode. Et là, je voulais souligner non pas une scène, non pas un moment, non pas un personnage, mais quelque chose plutôt de plus global, qui est l'humour. Je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que cet épisode, ce premier épisode, était drôle. Il y avait beaucoup d'ironie, il y avait 2-3 moments un peu charmants. En fait, c'était comme un clin d'œil des showrunners qui nous disaient « Vous êtes contents de nous retrouver, on est aussi contents de vous retrouver ». Donc on vous offre des scènes qui sont quand même vraiment marrantes, avec de la finesse des dialogues. Il faut le souligner quand même dans Game of Thrones. Les réparties sont toujours très fortes entre les personnages. C'est lié, à mon avis, à un truc fondamental, c'est que cet épisode était basé beaucoup sur des retrouvailles. Et donc quand des personnages se retrouvent, forcément ils ont traversé énormément de choses, ils ont beaucoup de choses à se dire, que ce soit drôle ou pas, mais en tout cas ça donne des scènes fortes. D'ailleurs si vous regardez bien, l'épisode met énormément de temps à devenir parlant, à ce qu'il y ait des dialogues. Et le premier dialogue, c'est une discussion entre Tyrion et Varys, qui traite d'un sujet peu académique, qui sont les couilles gelées. Mais moi, ma réplique préférée, c'est celle-là. Stay back, he's got blue eyes! I've always had blue eyes! Tyrion, Varys et Davos sont les nouveaux To Be Free. Ils passent leur temps ensemble à discuter mais paraissent tout à fait inutiles. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. On les attendait avec impatience. Les retrouvailles entre Arya et Jon ont, comme prévu, été magnifiques. C'est exactement la scène que j'attendais. Il semblerait que Gendry est passé un master de forgeron. Il a des capacités incroyables. Il a fait une immense hache pour le limier en ver dragon. Est-ce qu'il aurait pu construire une arme beaucoup plus grosse pour tuer Viserion? C'est la vraie question. Au passage, une des scènes qui vous a peut-être échappé, c'est la commande que lui fait Arya, une arme très spéciale puisque c'est une lance qui a l'air de se dévisser, qui peut se découper en 2 parties. On se demande bien à quoi ça va servir. Surprise, le sauvetage de Yara par Theon a été complètement expédié. On s'attendait à ce que ce soit une grosse trame de cette saison 8, puisqu'elle a été longuement mise en place dans la saison 7. On est un peu surpris de découvrir ça, alors pas forcément désagréablement parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais en tout cas, ils ont décidé de torcher ça très rapidement. La conclusion, c'est que Theon retourne au nord et que Yara essaie de reconquérir les îles de fer avec une phrase qui nous a marqué. Ce pourra peut-être être un refuge pour les gens du nord s'ils perdent à Winterfell. Il faudrait, à mon avis, bien garder ça en tête. Bran, c'est le running gag de cet épisode. À chaque fois qu'on le voit, on est explosé de rire. La scène notamment où il annonce à Sam « I'm waiting for an old friend » et que ça débouche sur ce regard incroyable entre Bran et Jaime à la fin de l'épisode. En tout cas, il est plus puissant que jamais. J'ai l'impression que dès qu'il fixe quelqu'un, il peut voir dans son passé et qu'à partir de ça, il arrive à tout mettre en perspective et qu'il a un plan derrière la tête. Enfin, dernière chose, si on pouvait rappeler son auxiliaire de vie qu'il a laissé dehors, comme ça, tout l'épisode, c'est quand même triste pour lui. Étant donné que la saison 8 s'annonce particulièrement sanglante, on s'est dit qu'on allait faire une séquence un peu antichambre de la mort. On a donc affiché la photo de tous les personnages principaux de cette saison 8, avec un ordre bien précis, j'espère que vous avez fait attention, c'est-à-dire la personne sur le trône de fer, les principaux prétendants, puis des personnages un peu plus secondaires. L'idée, c'est que dès qu'un personnage succombe au coup de Roi de la Nuit et de son armée ou autre, on matérialise physiquement sa mort à l'aide d'un ami que je vais inviter maintenant. Monsieur le bourreau, veuillez rentrer. Est-ce que tu peux dire bonjour aux gens, s'il te plaît? Il ne parle pas vraiment, hein. C'est un bourreau très très effrayant, un peu SM, on va pas se mentir. Il n'a pas de nom d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Un de vous sera le regagnant et aura nommé le bourreau ici présent. Alors cette semaine, on ne va pas vous le cacher, vous l'avez vu l'épisode comme nous, pas eu de grosses victimes à noter, à part Ned Umber, mais on n'a pas imprimé la photo, hein. On ne s'attendait pas à ce que ce soit une grosse mort de cette saison. Donc là, pour l'instant, tout le monde est sain et sauf, mais dès la semaine prochaine, ça risque de commencer sur les chapeaux de roue. Alors j'avoue, j'ai voulu pendant un quart de seconde mettre Euron en MVP, tout simplement parce que le mec a réussi son pari.
il a réussi son défi de coucher avec Cersei et que c'était totalement inattendu, qu'il y allait au culot et qu'elle a cédé. Et puis surtout parce que c'est intéressant, la relation entre ces deux personnages, elle évolue et elle instille quelque chose de très intéressant, notamment un petit côté sensible de Cersei. Est-ce qu'elle a vraiment envie de pousser un peu une relation avec Euron ou est-ce qu'elle s'en sert tant qu'elle en a besoin? C'est une vraie question. Mais maintenant, elle est toute seule, elle est sans Jaime, donc peut-être qu'elle a besoin aussi d'un appui. Ça pourrait être une faille pour Cersei. Mais le vrai MVP, donc je vais vous le dessiner parce que c'est une idée de la prod qui connaît mon talent légendaire en dessin et qui du coup il faut que je le dessine et il faut que je vous le fasse deviner. Vous allez voir, c'est catastrophique, c'est un complexe depuis que je suis petit, donc ne rigolez pas. Voilà, c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. Donc en plus, j'ai pas une passion folle à le dessiner. Personnage que j'aime pas, donc je disais, mais elle obnubile tout le monde dans cet épisode. Bon, c'est hyper mal fait, mais c'est une femme avec 2 gros oiseaux à côté, vous avez compris, non? C'est genre, voilà, c'est Daenerys, on a compris quand même, c'est évident. Enfin bref, soyons sérieux maintenant. Daenerys est réellement mon MVP de cet épisode pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est au centre de toutes les attentions. Alors pas forcément pour des bonnes choses. En effet, je trouve que cet épisode a tendance à la faire passer pour la méchante. Il y a une vraie ambiguïté qui est en train de se créer autour de tout son personnage. Il y a énormément d'indices qui ont été distillés tout au long de l'épisode pour nous dire, attention, l'hypothèse de la Mad Queen, d'une Daenerys qui va peut-être vriller, peut tout à fait se réaliser, notamment dans ses provocations multiples qu'elle a avec Sansa, dans sa manière d'annoncer assez froidement et honnêtement, il faut le dire aussi, la famille de Sam, comment elle les a exécutés, elle lui dit en face en le regardant dans les yeux, de manière assez froide, c'est un peu choquant. Et puis surtout, il y a une discussion où elle n'est pas, mais qui parle d'elle, qui est vraiment frappante, qui moi m'a frappé, c'est quand Sam annonce donc la vérité dans une scène tonitruante, on n'en a pas encore parlé ici, mais c'est le moment d'en parler, le moment où Sam annonce sa vraie identité à Jon Snow et qu'il lui dit You gave up your crown for the people, donc tu as abandonné ton trône pour protéger les gens, c'est ce qu'il a fait en se soumettant à Daenerys, mais maintenant que tu as véritable identité, que tu es l'héritier légitime du trône, est-ce que Daenerys va faire de même? Et c'est toute la question qui va se poser dès l'épisode 2. Est-ce que Daenerys, elle va être capable d'accepter ça, qu'en fait elle n'est plus l'héritière du trône et que tout le chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là jusqu'ici, il servait à rien parce qu'il y a quelqu'un qui lui grille la priorité au dernier moment. Et ça pose vraiment la vraie question, est-ce que Daenerys va devenir une ennemie? Et l'ennemie la plus importante de Jon Snow après le Roi de la Nuit. Au passage, il faut en parler, cette scène de la révélation, elle est vraiment forte en émotion parce qu'elle est très bien tournée, avec un chant contre chant entre Sam et Jon. Jon qui joue assez bien, je trouve parfois, je le trouve un peu border, mais là l'émotion est vraiment bien retranscrite. Et puis surtout, ça se passe devant la statue de Ned Stark et c'est un symbole qui est très fort. Ned Stark qui, tout au long de l'épisode 1, du tout premier épisode de la série, n'arrête pas de répéter « Tu ne portes peut-être pas mon nom, mais mon sang coule dans tes veines ». Et puis comme on est des... Tiens, je vais poser ça là, que vous puissiez l'admirer. Comme on est aussi des mauvaises langues, on va attribuer, à chaque fois qu'on attribue un MVP, on va aussi attribuer le Gérard d'Or, c'est-à-dire le personnage qui m'a un peu saoulé dans cet épisode. Là, alors ça peut paraître étonnant, parce que c'est vrai qu'elle est impressionnante tout au long de l'épisode, mais c'est Sansa. Alors oui, on voit que c'est une gouvernante incroyable, oui, elle a compris mieux que quiconque maintenant, je pense, le jeu des trônes et les intrigues politiques, mais elle n'aide en rien à la coalition qui est en train de se former. Son accueil glacial à Daenerys est un peu saoulant, même si bon, je suis pas fan de Daenerys, mais il faudrait quand même mettre un petit peu du sien pour essayer de faire avancer cette guerre du bon sens et qu'on puisse vaincre le Roi de la Nuit. Je comprends que tu veuilles défendre ta famille et le Nord, mais mets-y un peu du tien, Sansa. Alors on n'a pas du tout changé, on a toujours une partie préférée et c'est bien évidemment les théories de fans, que ce soit des théories hyper intéressantes ou des théories complètement what the fuck qu'on pense qu'ils ne vont pas du tout se réaliser. Alors l'équipe m'a préparé, c'est vraiment l'équipe me prépare des petites surprises et tout, c'est vraiment bossé à l'entraînement tout ça. 5 papiers avec 5 théories que je ne connais pas et donc je vais découvrir ça avec vous. Sansa va faire tuer Daenerys et prétendre au trône. Ça tombe bien, ça enchaîne avec ce que je viens de dire. Ce serait quand même hyper fou, quoi. J'ai envie de penser que Sansa va se détendre et qu'elle va commencer à accepter de plus en plus Daenerys, mais en même temps, ce sur quoi nous a laissé l'épisode, c'est-à-dire une Daenerys qui va vriller, qui va devenir complètement folle, peut faire de Daenerys une ennemie. Donc je pense que s'il y a un conflit entre Sansa et Daenerys, ce sera beaucoup plus frontal. Ça voudra dire que Daenerys aura complètement basculé dans le côté Mad Queen et du mauvais côté, et donc que tout le monde sera contre elle. Pas que Sansa qui sera dans une intrigue pour essayer d'accéder au trône. Je suis pas sûr que Sansa ait vraiment envie d'accéder au trône. Je pense qu'elle a vraiment envie de protéger ceux qu'elle aime, et peut-être de protéger le Nord, oui, qui lui tient à cœur. Surtout que moi, je vois bien Sansa finir comme Lady of Winterfell et Queen in the North. Jon va se faire tuer par Daenerys quand elle va apprendre la vérité.
Non, mais ça, ce serait le truc le plus what the fuck, parce que si la série finisse comme ça, je pense qu'on s'est foutu de notre gueule pendant 10 ans. Ça me ferait vachement rire en même temps, mais Daenerys a un potentiel à vriller qui est très important. Et je serais même un peu surpris qu'elle dise bon ok, je prends sur moi, je me mets avec toi, etc. Je vois pas comment en fait elle peut prendre la nouvelle de manière positive. Et ça va créer un vrai problème. Daenerys va devoir devenir la Night Queen pour sauver tout le monde. Alors moi, si vous avez bien regardé les points GOT, ma théorie principale, c'est que ce soit Jon qui doit faire ça. C'est-à-dire que Jon devienne en fait le Night King à la place du Night King, un peu une fin à la Pirate des Caraïbes. Daenerys, ça me paraît un peu gros. Moi, je vois Daenerys mourir en fait, mourir purement et simplement. C'est un avis qui m'est propre, mais je la vois pas aller au bout. Et en plus, tu vois que son personnage, il est vraiment instable et qu'il va lui arriver une couille. Jaqen H'ghar serait Rhaegar Targaryen. Moi aussi, j'adore Jaqen H'ghar. Moi aussi, j'aimerais qu'il revienne, qu'il ait une importance, qu'il y ait un twist avec lui, etc. Ça me paraît un peu gros, surtout qu'on sait que Rhaegar Targaryen est mort. J'y crois pas du tout. Bran va prendre le contrôle du dragon du Night King. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Je vous ai dit dans ce débrief-là que je trouve que Bran a vraiment gagné en puissance. C'est sa tête d'ahuri aussi, mais dès qu'il regarde un personnage, j'ai l'impression qu'il est en train de le scanner, de lire en lui et de se dire bon voilà, lui son passé c'est ça, peut-être qu'à partir de là je peux établir son futur, etc. Le mec, t'as l'impression qu'il joue avec les gens comme des marionnettes et qu'il est en train de tisser son propre plan. Donc est-ce qu'au niveau du pouvoir, ce qui paraissait impossible il y a peu, il peut dépasser le Roi de la Nuit? C'est une vraie question, mais ça pourrait être incroyable, ça pourrait être un vrai atout dans le combat contre le Roi de la Nuit et les White Walkers. Voilà, des belles théories, hein. On espère que tout ça va se réaliser ou pas, mais en tout cas, on voit bien que la clé de voûte de tout ça, c'est Daenerys, et dès l'épisode 2, on va vraiment savoir comment tout ça va évoluer, et je crains le pire. C'est le moment tant attendu, celui de la note que je vais donner à cet épisode. Et comme cette année, on a des moyens démentiels, on a fait une petite mise en scène incroyable avec mon pote le bourreau. Fidèle bourreau. Regardez ça, c'est pas magique. Je mets la note de 4 sur 5 pour cet épisode. C'était incroyable, hein, je m'en remets pas moi. Je mets la note de 4 sur 5 tout simplement parce que c'était un épisode brillant. Alors, je ne pourrais pas comprendre les gens qui vont me dire cet épisode ne sert à rien, gâche du temps alors qu'on a que 6 épisodes, il met trop de temps à mettre des choses en place. Vous imaginez le nombre de choses qui ont été traitées en 1 heure de temps? Justement, moi-même, j'avais peur, j'étais effrayé par un épisode vide qui met énormément de temps à s'installer. J'avais même peur d'une mise en place qui se déroule sur 2 épisodes. Là, en 1 heure, ils ont tout plié avec humour, avec émotion, avec justesse, et ils ont magnifiquement posé les jalons du sprint final. Avec en plus certaines intrigues nouvelles qu'ils ont amplifiées. On peut citer Bronn, mais surtout Daenerys. Comme un bon élève, j'ai regardé le tout premier épisode de la série avant de regarder le premier épisode de la saison 8. Et j'ai été bluffé. On a l'impression que les showrunners nous ont emmenés exactement là où ils voulaient nous emmener. Comme s'ils avaient tout prévu depuis le début, comme s'ils avaient un plan général. Et c'est incroyable de voir comment la construction en miroir régale, comment les personnages ont parcouru énormément de chemin et en même temps, ils sont contents de se retrouver. Enfin, il y a une vraie harmonie entre tous les personnages. Et je ne vais pas faire la liste de tous les parallèles entre le tout premier épisode et ce premier épisode de la saison 8, mais rien que le final est bluffant. Jaime qui regarde effaré Bran dans sa chaise roulante, ça rappelle forcément la toute fin du tout premier épisode où c'est Jaime qui précipite Bran du haut de la tour de Winterfell. Qu'est-ce qu'on est content de pouvoir enfin retrouver ces personnages et surtout de voir ce qu'en ont fait les showrunners. Les acteurs et à travers ça les personnages ont l'air tellement passionnés et contents d'être sur le plateau que ça se ressent. Il y a une intensité folle, les personnages se jaugent, se reniflent, c'est grandiose et ça donne envie pour la suite de la saison 8. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du 2e épisode de cette saison 8 qui risque de répondre à beaucoup de questions mais aussi d'en poser d'autres. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez une autre analyse, des autres théories ou un autre avis sur cet épisode, on en parlera avec plaisir. Puis likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous du cœur, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!